Peut-être, là, parce que l'heure avance, on va commencer. On va commencer la première table ronde de la matinée. Vous avez vu, vous avez le programme de toute la journée. Vraiment, je vous incite, d'autres élèves vont venir prendre le relais, d'autres partenaires vont venir aussi, à assister à l'intégralité de la journée. Vraiment, voilà, je pense que tous ceux qui ont assisté à la journée d'hier ont trouvé un enrichissement, une ouverture et aussi la satisfaction que ce sujet-là soit encore traité. Donc vraiment, je vous y invite et on commence cette deuxième journée par un thème qui est économie, demain, le miracle africain. On est toujours sous l'angle de ce continent. On vous l'a dit, avec ce continent qui est observé au travers en fait de ses relations avec l'Europe et au travers de ses relations avec la France, non pas pour regarder avec une espèce de jugement venu de France ou venu d'Europe, mais plutôt de se servir de cette relation comme d'un miroir qui permet à la fois de voir les communs, puisqu'il y a aussi des communs dans le continent, et on a insisté là-dessus hier, également, évidemment, toutes les spécificités. Sur la question du miracle économique, point d'interrogation, je veux dire quelques petits mots d'introduction, évidemment présenter les invités à cette table ronde, que je remercie vivement de leur présence. Trois petites analyses très très rapides. Évidemment, on a pour ce continent, qui est le premier continent à se développer, finalement certaines attentes, certains fantasmes. Dans les attentes et les fantasmes, il y a, et ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le souhait aussi que ce pays, ce continent qui représente une zone extrêmement importante à la fois d'un point de vue démographique, à la fois aussi de potentiel de croissance économique, représente un levier, une locomotive pour la croissance pour d'autres puissances et notamment l'Union européenne. C'est aussi évidemment un continent qui attire les convoitises et le sujet a été repris à plusieurs reprises hier et notamment au travers de la place croissante de la Chine en termes d'investissements financiers comme de partenariats commerciaux. Étant le dernier continent à se développer, ce continent est aussi vu comme une zone d'innovation à observer et innovation qui peut aller jusqu'à créer un nouveau modèle de développement ou deux nouveaux modèles de développement qui peuvent inspirer le développement de zones plus anciennes et donc potentiellement tirer vers le haut non pas seulement ce seul continent, mais tirer vers le haut l'ensemble des autres continents et des autres zones territoriales et économiques. Quand on regarde la situation, on l'a dit aussi hier, aujourd'hui, les choses sont extrêmement contrastées avec des exemples de réussite. On en a cité quelques-uns hier, Afrique du Sud, Rwanda, et évidemment des autres qui ont un peu plus de mal. On va regarder ce thème comme on l'a fait hier avec des points de vue pluridisciplinaires et je vais commencer à présenter mes invités. Je vais commencer par vous, Elisabeth Chungui, en vous remerciant d'être là. Et Elisabeth, vous représentez à la fois un parcours binational, je dirais ça comme ça, mais au-delà de ça, vous êtes aujourd'hui à un poste éminent dans une des plus grandes entreprises françaises qui a un lien très particulier avec le continent africain, qui est Orange. Et au sein d'Orange, vous occupez les fonctions de vice-présidente RSE. Merci chère Elisabeth. Je vais laisser Aude de Thuin en la remerciant. Bonjour Aude et merci beaucoup Aude de Thuin s'installer. Alors Aude, votre portrait très rapide, mais avec des choses extrêmement marquantes, fondatrice du Women's Forum et fondatrice et chair on board, de Women in Africa. Et là, on verra, on est vraiment sur la question de l'entrepreneuriat et de l'empowerment aussi d'une partie de la population de ce continent, avec l'idée aussi d'un ruissellement, en tout cas d'une dynamique au travers de l'identification et de l'accompagnement de certains talents porteurs. Monsieur Giros, merci de participer à cette table ronde. Vous êtes président du Conseil français des investisseurs en Afrique et membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Chère Amina, Amina Taïbouni qui est enseignante chez nous, de la maison, au CEDS et HEIP. Et enfin Jean-Louis Blachier, merci, qui est le président du groupement du patronat français. Hier, on avait Stéphane Sigli, francophone, pardon.
francophone, hein, non, francophone, vous faites bien de me corriger. Et vice-président de la CPME. Là, normalement, j'ai bon. Voilà, après cette introduction, après cette présentation des invités à cette table ronde, moi je propose de commencer par un propos liminaire. Voilà, comment est-ce que finalement le sujet est vaste. On peut l'aborder de différentes façons et je serais assez désireuse de voir la façon dont chacun souhaite angler ce sujet, en commençant par Elisabeth Chungui, si vous voulez bien. Merci beaucoup, je suis absolument ravie d'être parmi vous. Oui, merci, je suis ravie d'être parmi vous. Écoutez, je commencerai par rebaptiser l'échange de ce matin, si vous le permettez, parce que je suis convaincue que le miracle africain a déjà commencé. Le miracle économique africain a déjà commencé. Je vais vous donner juste un exemple. Vous avez l'habitude, j'imagine, d'utiliser des applis finalement assez nouvelles dans notre vie quotidienne, qui sont Pumpkin ou Lydia, pour s'envoyer de l'argent facilement entre potes, etc. En Afrique, ça fait 20 ans qu'on le fait. Quasiment. 15 en tout cas. À travers le mobile money et Orange Money, par exemple. Parce que le taux de bancarisation étant très faible, et bien finalement, la technologie, le digital a permis au continent de faire ce qu'on appelle un leapfrog, un saut technologique. Et ce sont des technologies aujourd'hui qui soutiennent fortement le développement économique du continent. Donc le miracle a déjà commencé, j'en suis absolument convaincu. Le groupe Orange en est convaincu, puisque finalement, on a l'image d'Orange, un groupe français, coté à la bourse française, entreprise du CAC 40, mais au fond, le groupe Orange est très africain. Nous sommes présents dans 27 pays, dont 18 en Afrique. Notre plus gros parc abonné, le pays où nous avons le plus grand nombre d'abonnés, ce n'est pas la France, c'est l'Égypte. Donc voilà, Orange est un opérateur très africain et nous sommes très fiers d'accompagner ce miracle africain. Parce que le miracle existe déjà parce qu'il y a une capacité d'innovation sur le continent qui est absolument phénoménale. C'est souvent une innovation qui naît des contraintes. C'est une innovation en rupture avec les contraintes sociales. Je vais vous donner juste une autre anecdote, parce que ça m'avait marqué, cette capacité qu'a la jeunesse africaine à trouver une innovation qui répond aux besoins locaux des populations et qui à la fois leur permet de dépasser leurs contraintes. En Afrique, le taux de chômage chez les jeunes dans beaucoup de pays est très élevé, y compris chez les jeunes diplômés, parce que les diplômes ne sont pas forcément en adéquation avec le marché du travail. Mais aujourd'hui, tous les jeunes ont un smartphone, et donc avec des outils de mobile money. Et j'ai par exemple eu l'occasion de rencontrer au Cameroun un groupe de jeunes sortis d'une université qui ne trouvaient pas d'emploi, mais qui avaient une idée. Il y a un rituel social très important au Cameroun qui sont les deuils et les veillées. On veille toute la nuit le défunt. Et donc ces jeunes ont une idée toute bête d'inventer un système de distribution de café pendant les veillées, avec tout un système portatif, harnaché, et on leur passe commande par Internet. Et l'idée naît comme ça, et depuis leur carnet de commandes est plein, ils ont monté leur système, ils ont créé leur société, leur start-up, etc. Donc tout ça, je vais laisser la parole aux autres, mais je crois que le miracle est déjà là. Maintenant, il faut les conditions pour l'accélérer. Et ces conditions, elles sont de plusieurs natures. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Merci, chère Elisabeth. Cher Aude, je pense que dans le prolongement de ce que vient de dire Elisabeth Chungui, moi j'entends le miracle est déjà là, la Titanic est déjà là, bien sûr. J'ai entendu aussi dans le propos, chère Elisabeth, la phase de la jeunesse, et on pourra y revenir tout à l'heure, et la phase de digital. Voilà, et j'allais dire la place de l'entrepreneuriat, parce que actuellement, les initiatives que vous avez présentées, nous sommes au cœur de l'entrepreneuriat. Ça fait une très belle transition avec votre travail et votre vision, chère Aude, à la fois avec vous êtes du continent africain, vous êtes française, du continent européen, vous êtes française, et vous avez évidemment une connaissance extrêmement forte, extrêmement large
du continent africain et des projets d'entrepreneuriat et d'empowerment féminin. Et je serais voilà, je serais assez curieuse que vous apprendre et que notre auditeur puisse vous écouter sur ces différentes questions et d'autres que vous souhaiteriez aborder, bien sûr. Bonjour. Tout d'abord, là, moi, avec l'entreprise Women in Africa, à laquelle est adossé un fonds de dotation, nous avons créé, à la demande de femmes africaines, il y a 7 ans, un écosystème qui s'appelle donc Women in Africa. Nous faisions un forum économique à Marrakech et le Covid est arrivé. Donc, nous avons arrêté ce forum et la société a explosé à ce moment-là et s'est totalement développée pour les raisons que tu viens de dire, Elisabeth, qui est le digital. Et aujourd'hui, nous avons axé le développement de Women in Africa sur l'entrepreneuriat et en particulier, enfin même pas en particulier, c'est uniquement sur celui des femmes. Et tous les ans, nous lançons un appel à candidature dans les 54 pays du continent, puisque nous avons aujourd'hui 51 ambassadrices, il nous en manque juste 3. Donc 3 pays qui sont difficiles, comme l'Érythrée, les Seychelles, qui nous intéressent un peu moins, je dois dire, et le Soudan, où nous avions eu quelqu'un, et cette personne n'a pas pu rester pour des raisons que vous imaginez, des raisons politiques. Et aujourd'hui, nous récoltons, au travers de nos applications, 25 000, enfin cette année, c'était 25 000 dossiers de femmes entrepreneurs pour concourir à à Women in Africa sur 7 secteurs d'activité qui sont structurants pour le continent, qui sont l'agriculture, la santé, l'éducation, les changements climatiques, la fintech. Et nous avons rajouté depuis 2 ans maintenant les industries culturelles et créatives et les industries de la beauté. Nous retenons 540 dossiers par an. Donc vous imaginez, à partir de 25 000 pour arriver à 540, c'est-à-dire 10 par pays. Dans chacun de ces secteurs dont je vous ai parlé, il y a la gagnante, c'est-à-dire la femme, puisqu'il ne s'agit que de femmes, qui, elle, va être la lauréate dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la santé, dans le secteur du développement climatique. Et on s'aperçoit de choses extrêmement intéressantes. Nous avons beaucoup plus de retours de pays comme le Nigeria, par exemple, et globalement l'Afrique de l'Est et les pays anglophones. Le taux d'entrepreneuriat dans ces pays-là frôle les 30%, je parle des femmes, frôle les 30%. En Afrique de l'Ouest, et c'est très intéressant, donc dans les pays francophones, exclu le Nigeria qui est en Afrique de l'Ouest mais qui est un pays anglophone, les taux baissent à 22-24%. Et là où c'est dramatique, c'est dans le Maghreb où nous n'arrivons pas à dépasser les 10%. Et donc on a fait des analyses, je travaille beaucoup avec le cabinet Roland Berger, on a fait des analyses sur les différences, à la fois les différences culturelles, les différences religieuses, les blocages dans chacun de ces pays. Et dans l'année dernière, oui c'était en 2022, nous avons reçu pas loin de 1000 dossiers uniquement du Nigeria. Ça dit tout, quand on reçoit ces dossiers, quand on les analyse avec des consultants du monde entier, ça dit tout de l'économie des pays. C'est-à-dire ceux, d'abord, qui ont une relation très différenciée avec le reste du monde. Les pays d'Afrique de l'Ouest et avec l'Europe ont une relation qui est différente et avec aussi une éducation qui est différente. Ce que disait Elisabeth tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes en Afrique sont formés à des métiers qui n'existent pas. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des modèles français dans la plupart de ces pays. Et donc, former des psychologues ou des sociologues dans certains pays ne fait pas sens. Ce qu'il faut former, c'est à des métiers qui, eux, font sens, c'est-à-dire des métiers dont l'Afrique a besoin. Parce que, en continuant comme ça, on ne va jamais, ils ne vont pas y arriver. Et les femmes, elles, ont, en plus, moi, c'est ce que j'observe en tant que femme, un bon sens pratique qui les fait créer des entreprises, mais des entreprises qui se développent. Je vais vous donner un exemple. Tu en as donné tout à l'heure, Elisabeth. Moi, je vais vous donner 2 exemples. Un dans la santé et un dans l'agriculture. Dans l'agriculture, d'ailleurs, les 2 femmes qui ont gagné cette année le prix, il y avait une en Algérie et une au Gabon, ont été emmenées, leur projet était tellement formidable qu'elles ont été à la COP27 avec le président Macron. Puisqu'on avait été reçus quand elles sont venues en France et qu'on les a présentées à l'écosystème ici en France.
Ils ont été tellement étonnés de voir ce que les entreprises qu'on leur présentait qu'elles sont parties dans l'avion avec le président et elles ont parlé, elles ont représenté Women in Africa à la COP27. Une de nos lauréates, une autre marocaine, a créé une boîte pour sauver les villages qui n'ont plus d'eau. Vous savez que au Maroc, d'où je suis rentré hier soir d'ailleurs, ça n'explique pas mon retard de ce matin. Au Maroc, il y a un stress hydrique qui est absolument épouvantable. Et même s'il pleut en ce moment dans le nord du pays, ils ne pensent pas qu'ils vont récupérer la perte en eau cumulée depuis ces dernières années. Les barrages sont tous vides et donc il faut inventer des systèmes. Il y a une jeune femme qui, ne pouvant pas faire ses études au Maroc ni en France, a été reçue en Allemagne où elle a fait un doctorat. Elle a appris l'allemand à une vitesse folle, elle est incroyablement douée, et aujourd'hui, elle installe des systèmes d'eau, de recyclage d'eau dans les communes pour que les communes restent là où elles sont, particulièrement dans l'Atlas. Et c'est assez extraordinaire puisqu'elle a inventé un nouveau système qui n'est pas, qui est complètement c'est un écosystème qui ne fait appel à rien d'autre que le système de pierre qu'elle a inventé, qu'elle a mis en place et qu'on a testé. Moi, je suis allé à la pause puisque j'allais au Maroc, donc c'était facile pour moi d'aller voir. Et aujourd'hui, elle est réclamée dans plusieurs pays. C'est-à-dire qu'il y a en Afrique aujourd'hui des créations d'entreprises qui servent parce que quand il y a un besoin et qu'elles répondent à ces besoins, il y a d'autres pays qui sont confrontés à ça. Et c'est là où nous servons d'ailleurs de bridge entre l'Afrique et d'autres pays. Et ce système d'eau qui a été développé par cette jeune femme, Sama Boubaremi, est absolument extraordinaire. Nous avons une autre lauréate qui était dans la santé. Moi, je l'ai mentorée. D'ailleurs, c'était tout au début, il y a 4 ou 5 ans. Cette femme est médecin. Elle était de garde à l'hôpital, à Lomé, et est arrivée une femme enceinte de jumeaux. Elle n'avait pas d'analyse de sang. Pourquoi? Parce qu'une analyse de sang coûte quelques centimes d'euros, et d'équivalent en euros, que sa famille n'a pas voulu payer et ne pouvait pas payer. Le temps qu'elle fasse la prise de sang, la maman est morte, mais elle a sauvé les enfants. Dès le lendemain, elle a mis en place un système avec les autorités. Elle avait à ce moment-là un amoureux qui était geek, qui avait fait la campagne du président du pays, donc totalement geek. Elle a arrêté, enfin elle a fini après les médecins aujourd'hui. Elle a mis en place un système pour que les habitants de son pays aient sur eux leur analyse de sang. Et aujourd'hui, le système qu'elle a mis en place, elle l'a développé dans 4 ou 5 autres pays d'Afrique et elle est demandée en Indonésie aujourd'hui pour aller mettre en place le même système. Aujourd'hui, c'est ça que provoque l'Afrique. Ce que provoque l'Afrique, c'est-à-dire des inventions. Vous connaissez aussi ce transport de sang, là c'est pas par des femmes, mais ce transport de sang au Kenya qui sauve des vies et des dizaines et des centaines de vies parce que ça se passe par drone. Et là, c'est une entreprise, ce sont des jeunes qui ont mis ça en place avec une entreprise de Californie et qui ont réussi et qui, grâce à ça, nous identifions par ce que nous faisons un nombre incroyable de femmes, d'entreprises de femmes et qui commencent, nous les prenons quand elles sont déjà assurées de leur avenir. Il y a quelques-unes qu'on a soutenues, on les aide à trouver des financements, on les aide à les connecter beaucoup avec des financiers. Mais quand on regarde l'Afrique au travers des femmes entrepreneuses, qui sont la stabilité du continent, c'est absolument extraordinaire et plein d'espoir. J'ai une question au complément avant de s'abstenir la parole. Ce choix, en fait, d'accompagner l'empowerment féminin, qu'est-ce qu'il construit, qu'est-ce qu'il produit sur l'écosystème? Il y a elle et l'écosystème. Alors, ça a un impact direct sur la société, parce que les femmes africaines ne le savent pas, mais elles font de la philanthropie. C'est-à-dire que, par exemple, nous, en France, on ne fait pas de philanthropie. Il n'est pas naturel chez nous que de faire des choses pour les autres, ou alors il faut vraiment nous forcer, ou qu'on ait de l'argent, mais on ne fait pas de la philanthropie naturellement. En Afrique, il y a un système de philanthropie inné, c'est-à-dire que lorsque les femmes créent des entreprises, elles ne créent pas seulement leur propre emploi. Enfin, nous on les prend, elles ont déjà souvent 10 emplois.
Au départ, elles ont 10 emplois et c'est à partir de ça qu'on les aide à se développer. Nous ne sommes pas dans le passage de l'informel vers le formel. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Le choix que nous avons fait, c'était de les accompagner, de les faire grandir et de les faire mentorer. Donc, elles sont mentorées par, entre autres, Deloitte. On travaille avec KPMG pour former des administratrices. On travaille avec beaucoup de cabinets de consulting pour les faire grandir et pour les faire connaître. Certaines sont prises aux universités, certaines gagnent des MBA. Donc, on a tout un système. Mais la réponse, c'est qu'elles ont un impact sur la société, pas seulement auprès de leur famille, mais auprès de leur village et auprès de l'ensemble de la société. Et la raison pour laquelle, quand elles sont venues me chercher pour créer Women in Africa, la raison pour laquelle j'ai dit oui, après beaucoup d'hésitation, ça a été parce que je suis allé, une fois que j'avais validé le modèle économique de la société que j'allais créer, je suis retourné en Afrique et je suis rentré, je me souviens d'avoir dit à mon mari, je vais y aller pour une simple raison, c'est que les femmes n'ont pas envie de migrer ni de voir leurs enfants migrer. Et là, je sais faire. C'est-à-dire que je sais travailler avec les femmes entrepreneurs et les aider à développer parce qu'on voit l'impact qu'elles ont sur la société. Donc, c'est énorme et ce sont les stabilisatrices des pays d'Afrique aujourd'hui. Deuxième question, Aude, c'est que je disais tout à l'heure dans la présentation de votre parcours, vous avez également un projet extrêmement rayonnant, extrêmement puissant sur l'empowerment d'autres filles. Women's Forum, avec des femmes aussi occidentales. Est-ce que vous voyez des points communs et des différences entre l'empowerment des femmes africaines et peut-être que vous avez pu observer dans d'autres zones jeunes? Alors, moi, comme vous le savez, je ne préside plus le Women's Forum. Je l'ai créé absolument. Et la différence, c'est qu'une entreprise créée par... D'abord, le Women's Forum n'était pas un projet entrepreneurial, alors que Women in Africa est totalement entrepreneurial. Sur un projet de leadership. Oui, c'était différent. Le Women's Forum, c'était des femmes en capacité de changer le monde et à être l'équivalent des hommes. Moi, quand on me demande ce que je fais, je dis, mon boulot, c'est de mettre des femmes au pouvoir. Voilà. Et pour autant, je suis avec les hommes, c'est-à-dire à équivalence. C'est ça, mon boulot. Il se trouve qu'en Afrique, quand j'ai quitté le Women's Forum et qu'elles sont venues me chercher et que j'ai hésité après 5 ans, j'ai décidé que l'Afrique on ne peut pas comparer. Et donc, la différence, elle est que les Africaines ont un impact sur la société. Immédiatement. En France, on a un impact sur les sociétés au sens de la société, de l'entreprise. Et c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Maintenant, sur le fond, quand une femme rentre dans une partie du pouvoir et qu'elle rentre à des postes de direction, ici en France, évidemment, les choses changent. Donc, partout où les femmes sont, partout, les choses ne peuvent que s'améliorer. Ça, c'est mon credo. C'est ce que je fais depuis 20 ans maintenant. Et je viens de créer une nouvelle entreprise pour les jeunes filles, pour les mêmes raisons, pour les amener dans les STEM, c'est-à-dire les sciences, la technologie, les mathématiques et l'ingénierie. Pourquoi? Parce qu'on est en train de réécrire un monde au masculin, parce que les jeunes filles ne vont pas. Alors qu'en Afrique, parce que, justement, l'Afrique était un continent digital. C'est comme tu le disais, Elisabeth, le téléphone aujourd'hui, tous les jeunes ont un téléphone et donc ils sont beaucoup plus en avance que nous sur ce plan-là. Donc là, c'est mon nouveau combat de l'année 2023 parce que je trouve que le monde, avec l'intelligence artificielle s'inscrivant au masculin, j'ai décidé de me battre là-dessus parce que j'ai une nouvelle colère et c'est à chaque fois que je suis en colère que je crée une entreprise. Donc oui. On va passer au Fengero, ça, parce que je crois que votre point de vue est plus Nielsen, et nous avons entendu deux points de vue suivants mais complémentaires sur ce métier qui commence sur le continent. J'ai entendu innovation par le digital et l'entrepreneuriat. J'ai entendu aussi d'autres types de publics pour être en quelque sorte des game changers, la jeunesse et les femmes. Et dans le propos d'Aude, cette question de l'éducation et de l'éducation adaptée en fait aux besoins de chaque pays pour tirer cette donnée. Je crois peut-être, je vais essayer de nous exprimer votre point de vue plus nuancé, mais comme l'idée d'avoir aussi cette diversité des approches, sommes-vous de m'écouter, Monsieur Géraud? Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, nous sommes ici dans un campus, et donc ça me rappelle mes années étudiantes, et comme un bon étudiant,
que j'espère avoir été, que j'espère que vous êtes, les jeunes qui sont là, j'ai regardé le sujet qu'on nous propose, qui s'appelle Économie, le miracle africain, demain, ou demain, le miracle africain, point d'interrogation. Et j'ai donc réfléchi à la question avec d'abord un œil macroéconomique, puisque je représente le secteur privé français et européen investi en Afrique, les entreprises, et deuxièmement, avec un œil réaliste, macroéconomique et réaliste. Et je dois vous dire que cette question du miracle économique africain, il faut d'abord s'entendre sur ce que c'est que le miracle. Là, j'ai entendu des positions très positives, qui étaient relativement microéconomiques, et je me suis dit, finalement, qu'est-ce que c'est que le miracle? Un miracle économique, me semble-t-il, il faut s'entendre sur la définition. C'est pendant une durée assez longue, que j'évalue à 25 ans à peu près, pendant une durée de 25 ans, il faut qu'un pays ou une région observe la combinaison d'une croissance économique assez forte, je ne vais pas la chiffrer, mais une croissance économique, d'un progrès dans ses équipements. Les équipements du pays doivent progresser, l'immobilier, les routes, le transport, la communication. L'éducation, la vie sociétale, la culture, et évidemment, au fond, la notion de bien-être. Vous savez qu'il y a dans le classement de l'ONU la notion de bien-être. La notion de bien-être, ça c'est un troisième facteur. Et le quatrième, c'était aussi la place dans le monde. La place et la vision que ce pays a dans le monde. Si ces 4 facteurs sont positifs pendant 25 ans, je pense qu'on peut considérer qu'il y a un miracle. Si c'est pas ça, c'est pas un miracle. C'est juste un événement positif. Alors maintenant, si on est d'accord, on n'est pas obligé d'adopter ma définition, mais je pense que c'est une bonne manière de raisonner, de commencer comme ça. Alors si vous êtes d'accord là-dessus, maintenant, qu'en est-il pour l'Afrique? Et là, vous avez dit que j'allais un peu nuancer. Oui, je nuance. C'est-à-dire que je ne dis pas oui, c'est formidable ou tout est raté. Je vais vous dire que tout est réuni dans ce continent pour qu'il y ait un miracle. Tout. Mais malheureusement, il n'est pas là. Voilà ma position. Je vais vous l'exposer. Juste à titre d'exemple quand même, quand j'ai défini ce que c'est qu'un miracle, je vous donne 2-3 exemples. Pour moi, ce sont des miracles. C'est Singapour, c'est la Chine, et c'est par exemple les Émirats Arabes Unis. Pour plein de raisons différentes. Mais ça, c'est des miracles. Regardez ces pays à 25 ans et regardez-les maintenant. Alors, je me permets, à ce stade, le Rwanda, est peut-être pareil justement à Singapour. Alors, je vais y venir. Vous êtes une animatrice formidable, c'est extraordinaire. Alors, donc, en quoi, et après on va discuter, donc je ne développe pas, j'explique juste, je cite juste les éléments qui font que, oui, tout est réuni en Afrique, tout est réuni pour que ce continent entre dans une phase de miracle telle que j'ai définie. Donc, qu'est-ce qui est réuni? D'abord, une richesse dans le sous-sol incroyable. C'est pas un désert, une richesse de sous-sol incroyable. La plus grande réserve de terre arable du monde, faut pas l'oublier. Une population en croissance qui monte. Une jeunesse extraordinaire. D'abord, quantitativement très forte. En gros, la moitié de l'Afrique a moins de 20 ans. C'est incroyable. Et deuxièmement, c'est donc des gens qui bougent, qui veulent faire changer leur pays, qui s'éduquent, etc. Une ouverture du continent, moi qui le connais depuis 35 ans, relativement bien, j'ai cette prétention, je vis totalement l'ouverture de ce continent au monde, à la technologie et aux modernités. Donc ça, c'est un atout formidable aussi. Et puis, vous avez quelque chose de beaucoup plus concret qui est la croissance économique. 6,5% à peu près de croissance en moyenne jusqu'à la Covid, en gros. Maintenant, ça a un peu baissé. Enfin, c'est une croissance économique, c'est donc un des facteurs du miracle. Et puis, enfin, je voudrais quand même citer ce dernier point, qui est la résilience. L'Afrique a une capacité de résilience, à mon avis, hors du commun, que n'ont pas les autres continents. Ça va mal, ça repart bien. Voilà. Donc, je pourrais arrêter mon propos là si je voulais faire de l'afro-optimisme BA. Et vous seriez très heureux, on va prendre un café, formidable, ça y est, le miracle est gagné. Mais je vais nuancer en disant que malheureusement, nous n'y sommes pas.
Et pourquoi n'y sommes pas? Je vais quand même argumenter ça, cette phrase. On n'y est pas parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui sont à franchir et à surmonter. Et tant qu'ils ne seront pas surmontés, c'est mon point de vue, nous n'y serons pas. Et je dis aussi que c'est servir la cause, c'est servir l'Afrique que de dire ça, de sauter comme un cabri, en disant tout est formidable, l'Afrique est sortie de ses difficultés et va dominer le monde. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Et donc, on ne sert pas la cause. Il faut nommer les obstacles pour les résoudre et les surmonter, ensemble. C'est notre travail. Si on ne le dit pas, on ne le fera pas. Alors, quels sont ces obstacles qui, à mes yeux, empêchent l'Afrique de vraiment dire, dans tous les pays, qu'elle est dans un miracle? Alors, comme vous l'avez dit, très justement, et excusez-moi, mon propos est général, il y a 54 pays en Afrique, on ne va pas le faire 54 fois, c'est exposé. Donc, il y a évidemment des miracles en Afrique. Je suis tout à fait d'accord, moi j'en citerai deux. Le Rwanda, d'abord, avant tout, oui, je pense qu'il est tel que j'ai défini, il est à peu près dans le miracle. Et il y en a un autre, c'est le Maroc. C'est le Maroc, qui, d'une manière un peu différente, à des degrés différents, pas très loin aussi du miracle. Mais sur les 54 pays, je suis prêt à les prendre toute la liste, mais il n'y en a quand même pas beaucoup d'autres. Hein. Voilà. Donc quand vous regardez pays par pays, c'est pas sûr. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles. Alors les obstacles, je les cite simplement. Le premier, c'est la gouvernance qui n'est pas au bon niveau. À la limite, il n'y en a qu'un, c'est celui que je choisirais comme obstacle. La gouvernance. Et dans la bouche, ce mot-là, il couvre la qualité de l'administration, l'alternance, les questions démocratiques et la lutte contre la corruption. C'est tout ça, la gouvernance. Deuxième sujet, c'est l'éducation et la formation. C'est là où le bas blesse. Il se trouve qu'au Océane, on travaille beaucoup sur les questions de la formation professionnelle, et vous tous, vous le savez bien aussi, c'est pas la peine de se leurrer. On donne toujours des exemples de jeunes ou de femmes qui ont réussi extraordinairement, mais la masse, la grande part de la population n'est pas très bien formée. Par manque d'argent, par manque de moyens. Donc ça, c'est un problème. Et vous savez très bien que les miracles, il faut que la population collectivement entraîne les choses. Donc ça, c'est un sujet très important. Troisième sujet, qui est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit avant, c'est le suivant. C'est la démographie non contrôlée. Je ne dis pas la démographie. Je dis la démographie non contrôlée. Je rappelle simplement, je cite souvent, et par ailleurs, et l'urbanisation accélérée. C'est une savance ensemble. C'est deux sujets. La ville de Lagos, 25 millions d'habitants aujourd'hui, va passer dans une génération à 55 millions d'habitants. Cherchez le miracle, ça va être très dur. Alors la Chine a des villes de 100 millions d'habitants, donc c'est possible. Mais vous voyez bien que c'est un défi absolument incroyable. Voilà. Ensuite, donc il faut surmonter cela. Ensuite, il y a la question des conflits. C'est un peu dans le désordre ce que je vous disais, mais il y a quand même des conflits militaires, armés, terroristes, etc. Il ne faut pas l'oublier. C'est quand même la région du monde où il y en a le plus en quantité, peut-être pas en intensité, mais actuellement, mais en quantité. Ensuite, il y a le sujet des infrastructures. Vous ne pouvez pas avoir de miracle s'il n'y a pas d'infrastructure, de routes de transport, de télécommunications, etc., etc. J'ai l'habitude de dire, je le répète, vous m'avez déjà entendu peut-être le dire, tant qu'il y aura 4 heures de coupure d'électricité dans une ville ou la coupure d'eau pendant 8 heures, il ne faut pas parler de miracle. Il faut d'abord résoudre ce problème, avant toute chose. Voilà. Ensuite, il y a d'autres sujets qui sont celui de l'informel. Là aussi, on ne peut pas... L'informel n'empêche pas... Vous savez les chiffres, hein, 50% du PIB à peu près en Afrique, en général. Ça dépend des pays, mais enfin, en gros, 50% du PIB sont produits par le secteur informel et 80 à 85% de la population est employée dans l'informel, ou travaille dans l'informel. Ça veut dire pas de couverture sociale, ça veut dire pas d'impôts payés. C'est-à-dire toute la charge de l'impôt, elle est sur 50% du PIB simplement, donc pour payer les infrastructures et tout. Voilà, donc ça c'est un sujet. Ensuite, le climat des affaires. Il faut un climat des affaires friendly. Là, je ne plaide pour ma paroisse, évidemment. Mais ça n'est pas de défendre les entreprises de dire ça. C'est très amusant. Il y a plein de gens qui prennent un plaisir, je dirais malsain, de taper sur les entreprises. C'est complètement stupide. C'est les entreprises qui créent les emplois, qui paient les impôts, qui rendent les services. Donc il faut au contraire tout faire pour les aider. C'est comme ça qu'on va faire du miracle. Sans entreprise, il n'y a pas de miracle.
Et puis, enfin, dernier point que je voudrais quand même citer, 2 derniers points. C'est d'abord celui de l'environnement général, des affaires et notamment des réglementations. Ça, c'est un sujet. L'Afrique, elle est sous le focus des ONG, des réglementations internationales sur les questions de CSG, pardon, pas de CSG, de conformité. Et quelquefois, ça peut être un frein au développement. Je prends l'exemple, je sais pas moi, du pétrole ou de la lutte contre le réchauffement climatique. Le sujet, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met l'Afrique au même niveau que les exigences des pays du Nord ou pas? Je n'apporte pas une réponse parce qu'elle est très compliquée, puis c'est pas le sujet. Mais c'est une question, en tout cas, qui joue, me semble-t-il, dans la question de le miracle. Alors, j'en ai terminé. Vous avez compris que c'est assez balancé. Il y a du pour, il y a du contre. Et donc, ma conclusion, elle est simple, j'expliquerai comme ça. Oui, aujourd'hui, il y a tous les potentiels pour un miracle, mais il n'est pas là. Alors, s'il n'y a pas de miracle aujourd'hui, c'est peut-être dans 6 mois, ça peut être demain. Mais s'il n'y a pas de miracle d'une manière généralisée, sauf quelques cas particuliers, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a une opportunité incroyable. Oui, l'Afrique est une terre d'opportunités, c'est le relais de croissance du monde, et c'est là où ça va se passer. Mais la question, c'était, est-ce qu'il y a un miracle? Je réponds non, il y a une opportunité. Ça veut donc dire qu'il faut y aller, ça veut donc dire qu'il ne faut pas lâcher, et ça veut dire qu'il faut continuer à s'en occuper. Or, aujourd'hui, c'est aussi une marque d'absence de miracle. Nous sentons une certaine tiédeur du Nord, des pays du Nord, sur l'Afrique, à cause de plein de raisons, qui est trop long d'expliquer ici. Mais il y a une certaine tiédeur. Et donc, il faut la surmonter. Et mon message, il est donc optimiste. Mais simplement, utilisons les bons termes. Effectivement, monsieur Giraud, donc sur cette analyse de Battlesea et Curie. J'avais une question par rapport à la classe moyenne. C'est-à-dire que dans les modèles classiques de développement économique, on met souvent en avant la place, en fait, l'émergence d'une classe moyenne permet une transformation et une constance, en fait, dans la dynamique de développement. C'est ma première question. La seconde question, on ne l'a pas abordée hier. Hier, on a abordé les questions, en fait, d'échanges avec les pays africains, souvent d'échanges avec les puissances extérieures, sous l'angle de la place déclinante ou encore importante de la France, la place croissante de la Chine. Et finalement, on a peu parlé des échanges entre pays africains eux-mêmes, sachant que dans d'autres zones, les dynamiques de poids de conf à l'échelle des continents se sont jouées aussi par la superposition de zones de collaboration étroite qui se sont superposées et qui ont fait. Alors, le premier point, la classe moyenne, vous avez tout à fait raison, c'est un sujet très important. Aujourd'hui, on estime il y a 1,4 milliard d'habitants en Afrique, que la classe moyenne est constituée à peu près de 350 à 400 millions de personnes, et donc elle est en augmentation très très forte et très rapide, et je ne vais pas faire un jour de vous démontrer pourquoi le rôle de la classe moyenne est absolument essentiel dans l'essor d'un continent ou de pays, et que le miracle y passera largement par la classe moyenne. Aude, par les femmes aussi, et par les jeunes, je suis d'accord, mais la classe moyenne, c'est elle qui est éduquée, c'est elle qui a de l'ambition, qui va vouloir faire des affaires et qui va vouloir consommer et dépenser, et au fond tirer tout le monde. Alors là aussi, vous allez me dire que j'arrête pas d'être balancé, mais il y a eu une espèce d'engouement pour la notion de classe moyenne il y a 7-8 ans à peu près. Et ça y est, ça va être gagné. Ça s'est traduit par exemple par l'ouverture de centres commerciaux, de retail, de centres de retail, etc., de beaucoup d'activités destinées à la classe moyenne. Et à l'expérience, je pourrais vous en parler plus longuement, il y a eu une certaine déception. Parce que la classe moyenne, d'abord, il faut savoir comment on la définit. La classe moyenne en Afrique, ce n'est pas la classe moyenne en Europe ou aux États-Unis. On considère que la classe moyenne, c'est la pauvreté. Vous savez que les institutions internationales considèrent que la pauvreté, en Afrique en tout cas, c'est quand vous gagnez en gros en dessous de moins de $2 par jour pour vivre. Bon, c'est votre revenu. Et que la classe moyenne, c'est, en gros, on définit la classe moyenne comme étant, j'appartiens à la classe moyenne si je peux dépenser quelque chose qui est au-delà de mes nécessités de subsistance. C'est-à-dire me loger, me nourrir. Et peut-être me soigner. Si je peux dépenser au-delà, j'appartiens à la classe moyenne. Vous voyez que ce n'est pas très exigeant, quand même.
Bon, mais donc, oui, la classe moyenne, elle a aussi, pour se développer, les obstacles que j'ai cités à surmonter. Ensuite, la deuxième question que vous avez posée, c'est la régionalisation. Je peux que... c'est une très bonne question parce que nous plaidons beaucoup pour cela. Il y a un sujet en Afrique, il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 54 pays et beaucoup de marchés en dehors de 4 ou 5 grands pays sont petits. Alors vous enlevez l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, la RDC, et puis une dizaine de pays avec 20 à 25 millions d'habitants, il vous reste 30 pays avec des petits marchés. Donc, faire le miracle économique, se développer, faire le leapfrog et tout ce que vous voulez, avec un marché où il n'y a pas beaucoup de clients et pas beaucoup de monde, c'est très difficile. Donc, il faut ouvrir les marchés. Et les ZLECA, la zone de libre-échange économique africaine, qui a été adoptée, comme vous le savez, par le continent, mais qui a du mal à se mettre en place, c'est normal, parce que c'est un mouvement long, ça va totalement dans le bon sens. Et ça, j'aurais pu le citer, mais je n'avais pas. Mais oui, la réponse est obligatoirement oui, il faut accélérer ça, c'est une condition. Monsieur Géraud, pour nous, on a abordé la question en fait, du développement économique de manière très macro. Et c'est l'enjeu, hein, c'est-à-dire pour le développement feu. En revanche, au travers des tableaux ronds, on peut peut-être ressortir des points plus précis. C'est-à-dire, on observe aussi une spécialisation, alors peut-être pas, comment dire ça, radicale ou caricaturale, de certaines zones aussi dans certaines activités. Est-ce que vous voyez des secteurs d'activité qui émergent sur le continent et qui vont peut-être être le moteur de la croissance de demain? Mais d'abord, pas vraiment de manière définitive, mais il y en a quand même. On parle du Maroc, par exemple, ou même du Sénégal, qui est un peu dans ce domaine-là. Dans le domaine du codage, pour l'informatique et le digital, dans le domaine du codage, qui est c'est pas très connu, mais c'est quand même un secteur très très important. Tout ce que nous utilisons pour vivre nécessite du codage et de la formation, de la programmation informatique derrière, avec du monde qui est bien formé intellectuellement et qui produit ça. Et ça peut se faire n'importe où. Il y a un moment, l'Inde était très en pointe dans ce secteur-là, comme vous le savez. Maintenant, l'Afrique prend sa place, notamment d'abord au Maroc, mais aussi un peu au Sénégal. Et il y a, et je me tourne vers mon voisine, des sociétés comme Orange ou la Société Générale ont placé leur centre informatique ou le centre de codage dans ces pays-là. Donc oui, ça peut être des secteurs. Et oui, autrement, je pense qu'il y a aussi, me semble-t-il, un secteur qui peut répondre à ces critères, c'est celui de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'économie verte. Comme l'Afrique a un retard, là, elle peut faire un leapfrog. C'est-à-dire que les nouvelles usines qu'on peut faire, on peut les faire non polluantes. Et on peut aussi développer, quand on fait l'électrification, on va évidemment faire l'électrification propre, j'espère en tout cas. Alors que nous, elle est sale déjà, donc il faut la nettoyer. Il n'y a pas ce sujet-là. N'hésitez pas les bureaux que vous avez avant de se particulier, mais Elisabeth et autres, peut-être sur la question de l'Afrique en capacité d'innovation, même d'exemple avaient été sur la question de développement durable. Est-ce que vous souhaitez intervenir ou autre Merci. Alors d'abord, peut-être quelques réactions à ce qui vient de se dire. Déjà, quand j'évoquais les différentes conditions pour que le miracle s'opère ou s'accélère, hein, au fond, moi je suis une afro-optimiste convaincue parce que de la contrainte naît l'innovation, mais M. Géraud a exprimé là, toutes les difficultés que peut avoir une grande entreprise à opérer aussi, une entreprise compliant, etc. Et donc les conditions sont là. Sur ce sujet de l'égalité des genres, c'est vraiment une condition sine qua non. On estime déjà sur le continent africain que les inégalités de genre, on peut les traduire en manque à gagner en termes de PIB et on approche les 100 milliards de dollars. Donc ça, c'est une condition. Vous avez cité l'autre condition, ce sont les infrastructures. Les infrastructures, et c'est pour cela qu'on investit 1 milliard, Orange investit 1 milliard d'euros par an sur le continent africain, parce qu'on doit développer les infrastructures digitales pour soutenir la croissance du continent. On a par exemple notre grand programme Joliba, qui est une sorte d'autoroute du numérique qui permet à l'Afrique d'avoir plus de souveraineté numérique, parce qu'il faut imaginer qu'avant Joliba, parfois, pour transmettre des datas du Mali vers le Togo, il fallait remonter par des data centers en Europe, des câbles sous-marins en Europe, enfin ça n'avait aucun sens. Donc les infrastructures sont essentielles.
La formation, c'est indispensable. On estime qu'en 2030, pour soutenir sa croissance, l'Afrique aura besoin de 255 millions d'emplois avec des compétences numériques. Et nous investissons massivement, Orange, sur le continent à travers nos Orange Digital Center que nous déployons dans tous les pays où nous sommes présents. Qu'est-ce que c'est un Orange Digital Center? C'est un lieu unique, accessible, gratuit, ouvert à tous, avec plusieurs briques de développement de compétences numériques. Il y a la première brique qui est un Fab Lab solidaire qui sont vraiment pour des jeunes qui n'ont aucun diplôme, certains qui étaient à la rue, mais qui ont une idée, une envie de prototyper. Ils apprennent à construire en mode projet. Je vous donne un exemple. J'ai rencontré un jeune à l'Orange Digital Center de Dakar qui n'avait aucun diplôme, mais une idée de feu rouge intelligent pour essayer de réguler le trafic homérique à Dakar, comme dans beaucoup de grandes agglomérations mondiales. Eh bien, on a trouvé l'idée bonne, il a pu la prototyper au Fab Lab. On l'a trouvée tellement bonne qu'on lui a permis de lancer sa start-up et on l'a incubé. Et au moment où je le rencontrais, son projet était en phase de test avec la mairie de Dakar. Un jeune qui était à la rue quasiment. Le codage, vous parliez du codage, nous investissons aussi massivement dans les Orange Digital Center. Nous accueillons beaucoup d'étudiants qui ont des diplômes universitaires, mais sans lien avec le marché de l'emploi. Et donc, nous les formons gratuitement au métier du cloud, de data scientist, en partenariat avec Amazon Web Services, avec Google, etc. Et le taux d'emploi, c'est un petit miracle, c'est microéconomique, mais pour moi, c'est un petit miracle. 90% des jeunes qui poussent la porte de nos Orange Digital Center trouvent un emploi à la sortie. Les entreprises viennent même nous chercher des profils parce qu'ils savent qu'ils sont bien formés chez nous. Donc, cet enjeu de la formation est absolument essentiel. Et effectivement, vous avez tout à fait raison sur le développement durable. On va assister à un leapfrog parce que tout simplement, dans ce champ de contraintes, l'accès à l'énergie, c'est un enjeu majeur. L'électrification du continent il faut imaginer un pays comme la RDC, qui est quand même un des plus grands pays du continent, 13% seulement du territoire est électrifié. Donc, pas d'électricité, pas de batterie pour charger son téléphone, des enfants qui s'abîment les yeux à la lueur de la bougie pour essayer d'apprendre, pas de système de e-santé, etc. Donc on a décidé, Orange aussi, d'investir dans ce secteur-là en fournissant des kits solaires, des offres de kits solaires qu'on peut payer en plus avec des dispositifs de pay as you go, c'est-à-dire on a une plateforme digitale qui permet à l'utilisateur de payer que ce qu'il consomme. On a aussi des installations solaires autour de nos antennes qu'on peut rebasculer au profit dans ce qu'on appelle le mini-grid, donc des systèmes de production d'électricité solaire décentralisés. Donc oui, le leapfrog, il est sur ce domaine, il est déjà là, absolument. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, deux intervenants ne se sont faits. Je suis fatiguée. Amina, je te laisse prendre la parole avec l'idée, peut-être être dans le complément de ce qu'on a pu se dire jusqu'ici. Et les initiatives qui pourraient justement être des accélérateurs de transformation et de développement du groupe. Merci Laetitia. Merci. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à saluer tous les participants. Je vais commencer mes propos en citant un diplomate français, ambassadeur de France, qui disait « Il ne faut pas porter un jugement global sur l'Afrique. Il faut y voir des zones de prospérité, des zones de pauvreté, et les destins des pays ne sont pas les mêmes. » Je rejoins ces propos car quand on considère le continent africain, on peut noter des différences entre les régions, que ce soit en termes de problèmes ou alors en termes de progrès dans le développement. Il y a des difficultés économiques qui entravent le développement du continent, la dépendance aux ressources naturelles. Il y a des problèmes structurels, des infrastructures déficientes, le secteur agricole qui est peu productif. Tout à fait. Moi, je le rejoins sur beaucoup de points que j'ai évoqués brièvement. Il y a aussi le surendettement dans beaucoup de pays africains qui peut poser problème. Il y a aussi des problèmes de gouvernance. Moi, je vais me concentrer sur les problèmes économiques.
Et malgré cela, il faut savoir que l'Afrique est forte de sa diversité et de ses ressources humaines et naturelles. Donc, elle dispose d'atouts considérables qui vont l'aider et parvenir à générer une croissance inclusive et mettre fin à la pauvreté. Et pour autant, est-ce que l'Afrique pourrait être le miracle de demain? Donc la question qu'on se pose, je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse en évoquant l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui est le plan directeur visant à transformer l'Afrique en puissance mondiale de l'avenir, en donnant la priorité au développement social et économique inclusif, à l'intégration régionale et continentale. Cet agenda identifie des projets phares dans divers domaines, l'éducation, les arts, la culture, la science. Il y a des initiatives visant à garantir la paix sur le continent. Il y a des institutions financières africaines. Il y a le développement des infrastructures, mais aussi la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, qui a été mentionnée justement par M. Giros. Donc, il faut savoir que cette zone de libre-échange concerne un marché d'1 milliard d'individus avec un PIB combiné de 3 milliards de dollars. À l'heure actuelle, 54 pays parmi les 55 États africains qui font partie de l'Union africaine ont signé l'accord. Et l'accord pourrait potentiellement sortir 50 millions d'individus de l'extrême pauvreté d'ici 2035, selon un rapport récent de la Banque mondiale en partenariat avec le secrétariat de la ZLECAf. Alors, cette zone de libre-échange continentale, qui est effective depuis janvier 2021, a pour ambition de renforcer l'intégration régionale et libéraliser les échanges commerciaux entre les États de l'Union africaine qui ne font pas partie d'une même communauté économique régionale, par exemple la CEDEAO ou la CEMAC. Alors, dans un premier temps, l'objectif est de stimuler le commerce intra-africain. Elle est censée porter à 60% le niveau des échanges intra-africains qui sont actuellement de 16%, alors que les échanges entre l'Afrique et le reste du monde, par exemple avec l'Union européenne, sont estimés à plus de 73%, ou alors avec l'Asie, de l'ordre de 52%. Donc, cet accord de libre-échange prévoit dans un premier temps de supprimer les droits de douane sur 90% des marchandises, libéraliser progressivement le commerce des services et éliminer d'autres obstacles non tarifaires. Pour ce qui est donc des obstacles non tarifaires, elles accentueraient l'effet stimulant des baisses de droits de douane sur le commerce. S'agissant du potentiel d'exportation qui est non exploité du commerce régional, il représente 43% des exportations intra-africaines, ce qui représente 21 milliards de dollars selon une estimation de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Alors, pour ce qui est donc de l'apport au niveau, pour ce qui est des avantages économiques et sociaux, je dirais que la ZLECA pourrait apporter des avantages économiques et sociaux importants pour la région en permettant l'augmentation des revenus, la réduction de la pauvreté et l'accélération de la croissance. Selon le rapport que j'ai cité, donc qui a été établi par la Banque mondiale et le secrétariat de la ZLECAf, l'accord commercial pourrait accroître les revenus régionaux de 9%, soit 561 milliards de dollars, et permettrait de créer 18 millions de nouveaux emplois, dont beaucoup seraient mieux rémunérés et aussi permettrait aux femmes de bénéficier d'avantages plus importants. Qu'en est-il après une année de mise en œuvre de la ZLECAf? Je vais donner un petit bilan. Je dirais que les premiers résultats sont visibles avec le lancement en octobre 2022 de l'initiative du commerce guidé qui vise des échanges commerciaux significatifs qui concernent plus de 96 produits échangés dans le cadre de cette initiative qui va être revue chaque année en essayant d'élargir la liste des pays participants car ils sont actuellement de l'ordre de 8 pays de 5 régions d'Afrique. Je vais conclure avec quelques défis à relever pour la ZLECAf. On l'avait évoqué, donc la ZLECAf pourrait considérablement stimuler les échanges commerciaux interrégionaux en Afrique à condition de lever les barrières tarifaires et non tarifaires.
En plus, ce qui est plus important, qui a été cité, c'est les infrastructures. Donc, pour stimuler le commerce intra-africain, il faut développer les infrastructures. Pour cela, je peux citer un projet qui a été mis en œuvre par l'Union africaine. Il s'agit du réseau des routes transafricaines. Et enfin, un autre défi qui est très important, c'est l'harmonisation et l'instauration d'un marché. Mais pour moi, surtout, ça serait que les pays africains aient une vision unie et solidaire envers les pays à faible revenu. Par exemple, les pays enclavés, et il y en a 16, donc il faudrait quand même aider ces pays-là par des mesures d'accompagnement comme les fonds de compensation. Ce sont là quelques pistes envisagées pour sortir l'Afrique de ces problèmes, que le continent se développe et peut-être justement qu'il y aura le miracle africain demain. Je vous remercie. J'ai une question vraiment très rapide parce que l'on a fait ce que vous avez mis en avant, c'est un accord économique. C'est un accord économique qui vise par ce que le continent fait de très longtemps. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir un accord économique ambitieux, très large, quand par ailleurs, il n'y a pas d'union politique qui est adossée à l'accord économique. Mais la question n'est pas grave, mais très rapidement, et on va passer à M. Bachin. Je vous laisse répondre. Oui, bien sûr. Oui, on peut avoir un accord entre les pays. C'est vrai qu'il y a quelques... La question est passée d'un accord avec... Est-ce qu'un accord commercial ambitieux peut fonctionner à l'échelle d'une région s'il n'y a pas ATMB ou en plus une initiative politique de rapprochement? Si, une prix justement, il y a des initiatives. Oui, pardon. Donc oui, il y a des initiatives entre les pays donc, pour se rapprocher. Ces pays majoritairement font partie donc, déjà d'organisations régionales. Donc il faut juste essayer de faire en sorte que ces pays arrivent à s'entendre sur le plan politique. Il y a beaucoup de pays, des tensions diplomatiques entre plusieurs pays qui font partie d'organisations économiques régionales. Donc ça, c'est faisable. Maintenant, rien ne se fait du jour au lendemain. Donc ça, ce sont des projets sur plusieurs années. Ce projet, la ZLECAf peut réussir avec un développement d'infrastructures, avec des initiatives diverses entre les pays sur une vingtaine d'années, trentaine d'années, tout comme l'Union européenne ne s'est pas construite en une année. Donc, ce sont des projets sur du long terme. Merci. Je sais que non, on n'a pas le temps, mais là quand même, oui, c'est une très bonne question, mais il faut que l'économie, il domine le politique pour ça. Il gagne. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Par exemple, une union économique avec les difficultés qu'on observe au Sahel et les pays de l'Ouest du Golfe africain, ça va être très difficile. Une union économique avec le Nigeria et les pays francophones, c'est très difficile. Regardez la zone franc, les échecs et les difficultés auxquelles on surfe. J'arrête. Merci. Cher Jean-Luc Blachier, vous arrivez à la fin du tour de table. Et voilà, je le disais tout à l'heure, j'ai mieux le dire que mon introduction. Donc, c'est groupement du patronat francophone et également vice-président de la CPME. Donc, on a une vision petite entreprise, mais j'allais dire, on a une vision économique aussi très large. Comme vous êtes le dernier de ce tour de table, à la fois vous avez une parole libre sur les sujets que vous souhaitez évoquer en priorité, mais finalement, il y a pas mal de possibilités de rebond sur différents thèmes qui ont pu être abordés ici. La parole est à vous. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors en effet, quand on passe en dernier, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a pu écouter déjà ce que les autres ont dit, et c'est vrai qu'il y a eu un très très bel état des lieux qui s'est passé. Et puis aussi, finalement, ça nous a pris aussi quelques arguments. Et alors à ce moment-là, on est un peu plus sec. Enfin, je ne suis pas vraiment sec, vous inquiétez pas, il y a vraiment des possibilités, de choses à faire. Et je pense que l'Afrique, c'est une vraie opportunité. Alors, vous avez dit tout à l'heure, en effet, je suis président du groupement du patronat francophone. Hier, vous avez eu Stéphane Tiki qui est là-bas et qui vous a fait une présentation du groupement du patronat francophone. On est à travers les 88 pays de la francophonie, c'est-à-dire qu'on est sur les 5 continents, on n'est pas simplement qu'en Afrique. Et à travers ces 5 continents, on a la possibilité de mettre en relation les entreprises entre elles, via justement les patronats des différents pays. Et ce qui donne une synergie économique extrêmement forte.
Alors, bien sûr, il y a différentes choses qui ont été dites tout à l'heure, et notamment des éléments positifs, négatifs de l'Afrique. Nous sommes avec des jeunes, qui vont bâtir et qui sont en train de bâtir leur avenir. Et moi, je pense que l'Afrique est une des possibilités pour bâtir son avenir. Parce qu'en fait, ce qui a été dit également, il y a des tas de possibilités en Afrique. Alors, il y a dans le domaine, en effet, qui a été dit, celui du numérique, bien sûr. Mais il n'y a pas que dans celui du numérique. Et si on veut que l'Afrique se développe, avant tout, il faut qu'on arrive à faire croître des petites industries territoriales. Parce qu'il est clair qu'en Afrique, et on l'a dit également, il y a aussi une démographie extrêmement importante, une démographie galopante. Il y a à peu près 1 mois et demi, nous étions à Dakar, le groupement du patronat francophone, et on avait organisé pour la 3e fois le Forum international des entreprises francophones. Et là, venaient en effet des 5 continents des entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, bien évidemment, arrivaient avec leur possibilité de travailler ensemble. Parce que vous savez, quand on est chef d'entreprise comme je suis, ce qui est important aussi, c'est d'avoir la possibilité de rencontrer d'autres, de pouvoir confronter ses idées, et ainsi, eh bien, de pouvoir faire des affaires. Nous, chefs d'entreprise, ce qui est important pour nous, c'est de faire des affaires. Faire des affaires entre nous. Donc, au Forum international des entreprises francophones, on a aussi cette rencontre des entreprises entre elles pour faire du business. Et puis, on a aussi des tables rondes qui sont faites. Et une table ronde extrêmement importante a été celle de la formation. Moi, je crois qu'on peut difficilement, aujourd'hui, penser qu'il y a une possibilité d'arriver à résoudre ce problème de l'économie et du développement économique en Afrique s'il n'y a pas une vraie formation. Alors, en Afrique, on s'aperçoit qu'il y a très souvent des gens extrêmement formés, c'est-à-dire avec des personnes qui ont fait des études importantes dans des pays divers, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, mais il n'y a pas forcément le technicien qui permet justement de faire croître ces petites et moyennes industries. Donc, il faut qu'on arrive à donner cette possibilité de faire croître ces petites et moyennes industries avec au moyen de la formation. C'est vraiment un élément important. Quand on parlait justement, lors du Forum international des entreprises francophones, de cette démographie extrêmement importante, il y avait la conseillère du Premier ministre de Côte d'Ivoire qui était présente et qui nous a dit à Abobo, qui est une ville qui est à côté d'Abidjan, il y a 400 enfants qui naissent tous les jours. Eh bien, pour ces 400 enfants qui naissent tous les jours, mais il faut peut-être bien leur créer un avenir. Parce que si on ne leur crée pas un avenir, à un moment ou à un autre, ça va poser des problèmes. Donc, il faut créer l'avenir. Et la meilleure façon, et ça, M. Giraud l'a bien dit, la meilleure façon de créer un avenir, eh bien, c'est leur donner une possibilité d'emploi, parce que ce sont les entreprises qui créent les emplois. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de mes différentes fonctions, et notamment de vice-président de la CPME, qui est la Confédération des petites et moyennes entreprises en France. Mais ce qui est vrai en Afrique est vrai aussi en France. On a besoin de développer nos entreprises pour créer des avenirs à nos jeunes et pour qu'en fait, on puisse avoir ce développement économique nécessaire. Alors pour les jeunes qui sont ici, moi ce que je leur dirais, c'est que allez en Afrique, ayez la possibilité de donner vos connaissances, de partager vos connaissances, de travailler avec les entreprises africaines. Bien sûr, dans l'espace francophone, c'est toujours beaucoup plus facile. Alors on me dira, il y a des gens en effet qui parlent très très bien l'anglais, qui arrivent à se débrouiller. Oui, mais on est toujours beaucoup mieux lorsqu'on arrive à parler dans sa propre langue, et notamment pour conclure des contrats. Et puis nous, au groupement du patronat francophone, on est très pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on vous met en relation avec des entreprises qui peuvent être aussi bien du Vietnam que d'Afrique, que d'Amérique, et d'avoir la possibilité, enfin, de créer votre carrière. Parce que le but, quand on fait des études, c'est évidemment d'avoir un avenir et de construire son avenir. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si j'ai un message à m'adresser auprès de vous, vous les jeunes, voyez avec nous ce que vous pouvez faire et comment on peut vous aider à créer votre avenir. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est pas d'être
universitaire toute sa vie. Le but, c'est de créer son avenir. Et puis de faire comme beaucoup de personnes à l'intérieur du groupement de patrons francophones, de créer leur propre entreprise. Tout à l'heure, il a été dit, en effet, avec juste raison, que l'avenir était aussi du côté de l'emploi au féminin. Mais aussi, c'est un point important. Au groupement du patronat francophone, bien évidemment, on a des différents groupements qui sont là, différents patronats qui sont là. Et dernièrement, on a le Conseil international des femmes entrepreneurs qui sont rentrées au groupement du patronat francophone, qui regroupe de nombreuses organisations de femmes qui sont en Afrique notamment, mais pas que. Et avec elles, on arrive en même temps à permettre d'ouvrir différents sillons, différentes voies pour que les entreprises arrivent à se développer. Parce que l'avenir, elle est là. L'avenir, elle est par le développement des entreprises. Elle est par le développement économique que l'on pourra faire. Alors, il a été parlé aussi des éléments politiques, mais moi, je pense que le politique et l'économique sont deux éléments sur lesquels, bien évidemment, il faut absolument qu'il ne faut pas ignorer, mais c'est deux éléments différents. Et je pense que l'économique ne doit pas bloquer le politique, pas plus que le politique doit bloquer l'économie. Et surtout, à partir du moment où nous-mêmes, on veut travailler avec les patronats des différents pays, on ne se mêle évidemment pas de politique. Par contre, on est là pour voir comment on peut faire pour que vous puissiez travailler le mieux possible au développement économique des différents pays. Merci, Monsieur Blachier. Moi, je prends comme une invitation à parler, en fait, de la formation des étudiants ou des étudiants, la formation, tout type de start dans les parce que finalement, on a parlé des digital, on a parlé de métiers intermédiaires. Ce que j'entends dans votre intervention, qui vous concerne tout particulièrement, ce que j'entends de votre intervention qui me concerne tout particulièrement, c'est la question de la formation, c'est la capacité aussi de jeunes Français formés et avoir des perspectives professionnelles très importantes en Afrique demain. Voilà, je le comprends comme ça et je vais prendre les questions de la salle. Vous pourrez... Ouais. Aujourd'hui, vous avez une mondialisation. Et ça, une mondialisation positive. Quand vous avez des jeunes fiers donner leur possibilité au développement d'un pays, c'est la mobilité. Alors, je rajoute juste un mot et on va passer la parole à la salle puisque Haute de Dieu, on va partir dans pas très longtemps. Ce que je comprends aussi, c'est ces pays peuvent être des pays extrêmement attractifs ou seront des pays extrêmement attractifs pour tout type de profil, y compris des profils, vous avez en face des futurs, sont des décideurs. Hein, et donc, regarder le continent peut-être aussi autrement par rapport à la façon dont on a pu le voir, le percevoir durant ces dernières décennies. C'est comme ça que je comprends votre message sans vouloir le caricaturer. Et c'est un message extrêmement important. Ce que je veux pas, c'est faire un élément de pessimisme. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant à faire en Afrique. Faisons-le ensemble.